Je suis très heureux d'être ici, d'autant qu'on se connaît depuis longtemps maintenant avec Bénédicte Savoie, mais je ne connaissais pas Faustin, mais je connaissais son travail, donc je suis très heureux d'être ici pour cette rencontre sur un sujet qui m'importe, puisque, comme vous le savez peut-être, j'ai animé pendant plus de 20 ans les émissions d'histoire sur France Culture, et Réparer l'histoire, c'est un titre qui me va bien. Il n'est pas besoin de remonter d'ailleurs trop loin le fil du temps pour s'apercevoir que le tissu de l'histoire, ce fameux tissu de l'histoire qu'on a souvent décrit depuis l'Antiquité comme étant un tissu qui permettait justement de se raccrocher au passé. Ce tissu de l'histoire déchiré par les guerres civiles, par les conflits de mémoire, les affrontements politiques et culturels, a inventé lui-même d'une certaine manière, ou les hommes qui l'ont tissé, a inventé un répertoire pour être recousu génération après génération. L'ostracisme, la damnatio memoriae dans l'Antiquité, les drames historiques construits par nos tragédiens les plus célèbres dans toutes les civilisations et dans toutes les cultures, les réparations économiques au XIXe ou au XXe siècle, les réparations judiciaires et les inventions de nouvelles catégories juridiques, comme par exemple le crime contre l'humanité ou le crime de génocide au XXe siècle après la Seconde Guerre mondiale, le boycott aussi, qui est une invention qui, d'une certaine façon, permet parfois de réparer l'histoire. Enfin, tout cela, ce sont des façons, et il y en a bien d'autres, de répondre aux blessures qui ont été laissées par l'histoire dans nos sociétés. Plus récemment, le débat autour des réparations a pris un tour nouveau. Les réparations, justement, ça sera le thème de notre discussion. Il n'est plus neuf. Il n'est pas plus neuf, d'ailleurs, que les autres figures qui ont été évoquées plus haut, que je viens d'évoquer, mais il se présente désormais sous de nouveaux atours. Juridiques, d'abord, quand le magistrat qu'est Antoine Garapon publie en 2008 « Peut-on réparer l'histoire ?» en 2008, donc, économique. Ensuite, quand on explique, et c'est désormais un discours commun, que l'état économique, par exemple, d'un pays comme Haïti, aujourd'hui, eh bien, doit son état, disons, difficile, au point de vue des structures publiques, aux réparations que cet état neuf au XIXe siècle a dû payer à la France jusqu'au milieu du XXe siècle. Des nouveaux atours aussi culturels quand le débat enfle depuis 2018 et peut-être même avant, on va en parler tout de suite, avec le rapport signé par Bénédicte Savoie et Felwine Sarr sur la restitution du patrimoine africain. Mais cette même Bénédicte Savoie qui est à côté de moi n'est pas dupe puisqu'elle vient de publier Le long combat de l'Afrique pour son art au Seuil, où elle montre avec beaucoup de brio comment ce long combat, justement, s'il est d'aujourd'hui, est aussi d'hier et a commencé au lendemain même des indépendances, voire avant les indépendances. Et c'est de cela dont on va parler. Mais si les termes, justement, autour de la question des réparations peuvent apparaître les mêmes aujourd'hui, ils ont profondément changé en 60 ans, car ce combat culturel ne peut plus se passer seulement entre États ou entre institutions internationales, car les artistes, les créateurs, les membres des sociétés, les activistes politiques, les membres de communautés ont tous, à un moment ou à un autre, comme l'a fait d'ailleurs Faustin Lignacoula, été des précurseurs de ces débats qui sont montés ensuite dans des débats, dans des niveaux politiques, de politique nationale ou de politique internationale. Il faut, et on me l'a rappelé tout à l'heure, Bénédicte me l'a rappelé, on en parlait avec Faustin, savoir que par exemple en 2016, au Metropolitan de New York, eh bien, avec un spectacle qui s'appelait Banataba, c'est ça, eh bien, Faustin Lignacoula était un des premiers à se poser la question justement de cette question des restitutions, puisqu'on lui a demandé de se rendre dans les réserves de ce musée, et il a trouvé une pièce qui avait été négligée par les conservateurs donc de ce musée et qui lui a parlé, puisque c'était une pièce qui venait, une sculpture, une statue qui venait de la culture d'origine de la région de son grand-père et de sa propre mère. Et donc, on va parler de tout cela parce que cette question de la cassure est au cœur, justement, de la question de la réparation. Peut-on réparer, justement, des objets de mémoire qui ont été brisés, cassés par l'histoire, et en particulier par l'histoire de la colonisation et désormais du post-colonial, puisque Bénédicte Savoie, malgré les réticences qu'une partie du public a toujours eues vis-à-vis du terme de post-colonial, a sous-titré son livre « Histoire d'une défaite post-coloniale ». Alors, peut-on
réparer l'histoire en tant qu'artiste et aussi conscient de cette histoire complexe entre colonisation et post-colonisation. Qu'est-ce que vous en pensez, Faustin Lignécoula? Merci, bonjour. Peut-on réparer l'histoire? Je ne sais pas si on peut réparer l'histoire et quelque part, je ne me préoccupe pas tant de cette question-là. Je pars juste d'un constat, c'est qu'il y a eu une cassure. Et la question pour moi, c'est qu'est-ce que je peux faire par rapport à cette cassure? Parce que si mon héritage, finalement, c'est ce tas de ruines, qu'est-ce que je peux faire avec ce tas de ruines? Alors, c'est là que être danseur devient un territoire intéressant. C'est que quand on se pose des questions sur l'histoire, on est confronté à la question de l'archive. Nos États-nations datent de la fin du 19e siècle. Elles ont été inventées, ces nations ont été inventées par l'Europe après la conférence de Berlin. Dans mon pays, par exemple, nos peuples n'avaient pas développé des systèmes d'écriture, qui fait qu'ils avaient développé d'autres manières d'archiver. Mais ces manières d'archiver ont été cassées avec l'avènement de la colonisation. Et pendant des décennies, nos peuples ont dû apprendre à archiver autrement. Alors, quand on s'intéresse à l'histoire dans ce contexte-là, la question c'est vers quelle archive se tourner? Et surtout, si ces archives ne remontent même pas plus de 200 ans, qu'est-ce qu'on peut comprendre de l'évolution d'un peuple en un temps aussi court? Et pire encore, si plus de la moitié de ces archives sont les archives du vainqueur. Alors, être danseur devient une chance parce que, quelque part, si je dis de ma danse que c'est une tentative de me souvenir de mon nom, et que le nom, voilà, c'est tout petit, un nom. Mais quand on s'y intéresse de près, on voit que le nom, en fait, ne nous permet pas de nous écrouler en nous-mêmes. Parce que chaque nom ouvre un réseau de relations. Un rapport à l'histoire, un rapport aux personnes, à une géographie. Et que, comme je parlais tout à l'heure de la conscience des ruines, et que j'essaye de chercher ce qu'est mon nom, je me dis peut-être que dans mon corps, et c'est pas que un truc mystico-dingo, voilà, génétiquement, on transmet aussi des expériences de vie. Donc, si ma danse, c'est une manière d'interroger mon corps, de dire, mais voilà, de quoi tu te souviens? Après, s'il se met à parler, est-ce que je serai en mesure de déchiffrer? Je ne sais pas. Mais au moins, poser la question. Essayer, au minimum. Voilà. Bénédicte Savoie, ce que vient de dire Faustin Lignécoula, c'est effectivement qu'il n'y a pas qu'une approche supposément rationnelle occidentale à cette question de la réparation de l'histoire, puisque dans beaucoup d'autres cultures, ça n'est pas comme ça qu'était posée la question de la réparation. Vous avez travaillé très largement, avant même le rapport que vous avez rédigé avec Felwine Sarr, sur la question remontant très loin dans le temps de comment on réparait les outrages qui avaient été faits à une cité, à une nation, dans l'histoire longue, pourrait-on dire, des civilisations. Vous avez bien vu qu'il n'y a pas que cette question, justement, qui est posée aujourd'hui, question juridique, question économique, question même culturelle, pour pouvoir se poser la question de comment on répare une histoire traumatique entre deux villages, entre deux pays, entre deux cultures, entre deux continents. Merci beaucoup. À mon tour, un grand merci d'abord à tous ceux et celles et à Emmanuel Favre qui organise ce festival qui, pour ma part, est une première et je suis très heureuse d'être ici. Au milieu, entre Emmanuel Laurentin, qui l'a dit, est lui-même un pionnier des économies de l'attention. Je pense que, Emmanuel, c'est quelque chose que tu fais et pratiques depuis 40 ans ?
et Faustin, 37 ans. Dont vous avez entendu la parole à l'instant et qui est certainement l'un des danseurs et chorégraphes qui, en plus, arrive tellement bien à parler de lui et de ce qu'il fait. Et pour moi, non seulement te regarder, Faustin, danser et écouter ton musicien, mais aussi t'écouter parler, c'est toujours un très grand privilège. Et il n'arrive pas quotidiennement. Ça fait 1 an qu'on ne s'était pas vu. Et voilà, je me sens particulièrement... privilégié d'être ici. Et nous aussi. Grand merci. Réparer l'histoire, c'est pas non plus un terme qui me convient vraiment. Et en réfléchissant, en écoutant Faustin, en écoutant votre introduction, je pensais que pour ce qui me concerne, c'est plutôt regarder l'histoire qui m'intéresse et regarder l'histoire cachée ou silencifiée. L'histoire qu'on n'a pas eu envie de raconter pendant longtemps. L'histoire des tabous, l'histoire, par exemple, de la constitution des collections des grands musées européens. Les musées, par exemple, montrent le résultat de l'histoire, ils montrent les œuvres, ils sont là pour montrer. Donc il n'y a rien à réparer. Voilà. Mais si on regarde l'histoire et qu'on tourne autour des objets et qu'on regarde leur face cachée, celle que les musées ne racontent pas, on est tout de suite dans des dimensions considérables, historiques, mais aussi présentes et peut-être aussi futures. Il faut préciser pour ceux qui ne connaîtraient pas totalement, et je vais me mettre à la tutoyer parce que c'est complètement idiot de continuer à te vouvoyer alors qu'on se tutoie dans la vie. Il faut préciser que tu as commencé à travailler de manière très classique en tant qu'historienne de l'art, justement sur ces musées européens. Tu as commencé à travailler sur les pillages napoléoniens, par exemple, comment Napoléon avait constitué les collections des grands musées français pendant toute la période de l'Empire, et comment on avait dû ensuite renvoyer une partie de ces collections dans les musées d'origine. Et donc, ce n'est qu'ensuite que tu t'es intéressé, que tu as élargi ton champ d'intérêt, en travaillant à Berlin, où tu enseignes autour de la question en particulier de ce projet qui à un moment a fait scandale à Berlin du musée Humboldt. Et puis ensuite, en faisant ce rapport qui t'avait été demandé par le président Macron avec Felwinsar autour des questions des restitutions patrimoniales coloniales. Donc il y a une dimension profonde chez toi de savoir comment justement cette histoire s'est exposée historiquement, mais comment pendant très longtemps, comme tu viens de le dire, on n'a pas voulu savoir comment tous ces objets étaient arrivés dans des collections occidentales, quelle était leur histoire, et on ne les voyait que pour une valeur, disons, artistique, esthétique, et pas beaucoup plus que cela. Voilà, mais je ne suis pas du tout ici, du tout envie de parler de moi. Alors, merci de l'avoir fait à l'instant. Ce que je voulais dire, c'est que regarder l'histoire, c'est-à-dire ressortir les sujets qui fâchent, les éclairer avec la lampe de poche, aller dans des archives et retrouver des choses qui n'ont pas été lues depuis 100 ans, 150 ans. Pour ce qui me concerne, dans le contexte, par exemple, de l'Allemagne avec ses colonies, personne jusqu'à il y a 5 ou 6 ans ou 7 ans, je vis à Berlin depuis 30 ans, n'aurait pu dire en Allemagne, mais oui, on a eu des colonies, mais oui, on a été terribles, mais oui, elles ont été meurtrières, etc. Et mais oui, tous nos musées sont remplis d'œuvres, par exemple du Cameroun, par exemple du Togo, par exemple de Namibie, etc. Tout ça, ça ne se disait pas. Et donc, pour reprendre juste le fil, je pense que si on décide de regarder l'histoire ou d'éclairer, de faire du factivisme, c'est-à-dire d'aller juste avec la lampe torche dans ces archives et de faire parler les faits, c'est qu'on considère que l'histoire, c'est pas... l'histoire, c'est une science, c'est de la futurologie. C'est-à-dire que si on fait ça, c'est pour que ce qui va arriver demain et après-demain soit un peu mieux. Donc c'est pas réparer, ou alors si, c'est réparer comme on répare un bol pour continuer à manger sa soupe dedans. C'est pour l'avenir. C'est pas pour simplement pour le plaisir de réparer. Oui. Une grande spécialiste, une philosophe qui s'appelle Magali Besson, qui travaille justement en particulier sur la question des réparations liées à la question de l'esclavage, dit en fait on ne peut pas réparer l'histoire, mais on peut réparer le tissu social actuel. C'est-à-dire ce que tu viens de dire exactement, c'est-à-dire que cette question de la réparation de l'histoire, c'est pas évidemment aller réparer le passé comme on remonterait dans le temps par une machine à remonter le temps pour pouvoir faire en sorte que ce qui était arrivé n'arrive pas, par exemple, je sais pas, l'avènement du nazisme, par exemple, etc. Mais c'est essentiellement de prendre en compte ce qui s'est passé pour pouvoir peut-être réparer le tissu social actuel qui est, disons, déchiré par cette question de l'histoire. Faustin. Et à t'écouter, là, Bénédicte, quand tu parles de l'histoire comme de la futurologie, en fait, ça me fait penser...
Il y a un mot en lingala, c'est l'une des grandes langues du Congo ou d'Afrique, parce qu'elle est parlée dans d'autres pays en Afrique centrale, qui me fascine. Lobi, L-O-B-I. Parce que lobi veut dire hier, mais il veut dire aussi demain. Et pendant très longtemps, quand j'étais adolescent, j'étais convaincu que c'était un signe de la pauvreté de la langue. Parce que forcément, on nous rabâche les oreilles que nous sommes un pays pauvre et sous-développé. Donc forcément, nos langues aussi doivent être pauvres et sous-développées. Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé comment c'était profond, que dans une seule réalité, un seul mot, on pouvait relier le passé au futur, les ancêtres à ceux qui ne sont pas encore là. Et du coup, l'histoire cesse d'être une ligne, passé, présent, futur, mais cette connexion qui fait que nous, dans le présent, en tout cas moi, dans le présent, je me sens comme responsable d'une transmission. Qu'est-ce que j'ai reçu, qu'est-ce que je transmets à mon tour, et comment, qu'est-ce que je fais pour que la circulation continue. Et justement, par rapport à cette cassure, par rapport à ces questions de réparation possible ou pas. Bénédicte. Je voudrais rebondir là-dessus et sur la question de la réparation ou de ce qu'on fait avec le tissu social abîmé aujourd'hui. Quand on travaille sur des sujets historiques portant par exemple sur les musées, et par exemple dans mon cas, depuis l'Allemagne à Berlin avec des collègues du Cameroun qui sont une ancienne colonie, ce sujet historique qui nous paraît donc quelque chose d'hors de nous crée un lien de travail inédit. C'est-à-dire que jamais personne jusqu'à maintenant, un Allemand, enfin moi l'Allemande disons, et des collègues du Cameroun francophones vont travailler en langue allemande sur des archives allemandes pour comprendre comment 40 000 pièces du Cameroun sont arrivées chez nous. Et ce travail-là, c'est-à-dire entrer sans pré-savoir, on ne sait pas, on va ensemble dans les archives, qui sont les archives du vainqueur, en langue allemande, donc on est dans l'allemand des années 20, des années de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire l'allemand qui est devenu l'allemand nazi. Et on se met à écrire en allemand avec les collègues camerounais sur leur histoire et celle de l'Allemagne, et puis finalement celle de l'Europe. Et ce matin, Bénédicte Touny disait qu'il faut avoir le courage ou le cran de se laisser affecter par la réalité quand on est historien. Si vous voulez, vous entrez dans un projet comme ça, vous en ressortez, vous n'êtes plus du tout la même personne, parce que vos mots ont changé, parce qu'utiliser le terme, et je pense que c'est quelque chose qui fait écho avec la chorégraphie et la danse tout à l'heure de Faustin, par exemple le terme d'objet de musée. Le seul petit terme tout facile d'objet. Nous, avec nos collègues camerounais, on écrit un gros livre, on va avoir 500 pages, on va avoir, à la fin du livre, quand il est presque prêt, 5000 occurrences du mot objet. Jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'en fait, ça ne marche pas. On s'en rend compte un peu tard, dans le processus du livre. On dit non, mais parce que ce n'est pas des objets, en fait. C'est plutôt des sujets. Parce qu'ils nous agissent, ces trucs. C'est pas comme dans une phrase, il y a un sujet, un verbe et puis un objet que le sujet agit. C'est le contraire. C'est ça qui nous agit, nous. Et donc, on s'est mis à retourner ça comme ça, jusqu'à ce qu'un troisième arrive et dise « Non, mais attends, vous nous fatiguez avec un troisième collègue camerounais. » Il dit « Non, mais en fait, c'est pas nous les sujets, eux les objets, ou l'inverse, eux les sujets, nous les objets. Ce qui compte, c'est la relation. C'est la relation. » Il prend un stylo, il se met à frapper sur une tasse, et il se met à chanter. Et là, on est hors de toute autre chose parce qu'il se met à chanter le chant qu'on chante quand on est face à cette tasse et qu'on veut se souvenir au Cameroun du colonialisme. Donc en fait, on est vraiment dans d'autres dimensions très très lointaines et ces dimensions, elles sont très dures à expliquer juste comme ça. En fait, il faut les vivre. Me semble-t-il. On peut l'expliquer un peu, on peut donner envie aux jeunes ou à d'autres, ou à tout le monde. C'est pas une question d'âge. On peut donner envie à tout le monde de se lancer dans cette aventure de regarder l'histoire et d'entendre les mots de l'histoire et de voir s'ils sont vraiment les bons. On peut donner envie, mais il faut le faire soi-même. Et c'est pour ça que la question de la responsabilité que tu viens d'évoquer et qui est la question de toutes ces rencontres, elle est tellement centrale. Chacun doit vivre son quelque chose dans son domaine qui fait qu'il va en sortir transformé. Et c'est ça qui fait aussi pleurer quand c'est dur. Et c'est parce que c'est dur qu'il faut le faire.
Faustin, quand tu vas travailler donc, dans ces réserves du Metropolitan Museum à New York et que tu trouves cette statue dont tu me parlais tout à l'heure, ça change les choses parce que tu dis c'est celle-là que je veux pour faire mon spectacle. Et les conservateurs te répondent c'est pas une pièce importante. Tu peux nous parler de ça justement, de comment on fait revivre un objet qui est rentré dans les réserves d'un musée, qui n'est plus exposé et qui d'une certaine façon n'a pas de valeur aux yeux de ceux qui le conservent? Oui, ça pose une question très intéressante parce que finalement, qui décide de la valeur de ces pièces quand elles arrivent ici ou ici en Occident, je veux dire. Parce que quand je tombe sur cette statue qui est rentrée dans les collections au début des années 80, mais qui n'a jamais été exposée parce qu'on disait qu'elle n'est pas importante, et je dis c'est sur celle-ci que j'aimerais travailler. Il y a de la résistance au départ. On me dit non, c'est pas une pièce importante. On aurait plutôt, si on vous invite, on espérait que vous alliez vous saisir de l'une des pièces emblématiques de la collection. Ça peut être des bronzes du Bénin, ou alors, s'il faut vraiment aller au Congo, peut-être des pièces Nkinsi, qui viennent du royaume Congo. Je dis ben non, pour moi, la pièce la plus importante dans ce musée, c'est celle-ci, parce que c'est probablement la seule qui peut me raconter quelque chose de qui je suis. Et comme je pars de cette conscience que tout a été cassé et que je cherche des bouts de ce miroir qui a été fracassé par l'histoire, les pièces ont été éparpillées à travers le monde, je tombe sur un bout de ce miroir ici. Donc j'ai tout simplement pris des photos et j'ai effectué un voyage vers le village de Banataba, où mon grand-père maternel est né. Je voulais savoir si c'était... s'il y avait encore des gens qui pouvaient se souvenir de ce type de pièces, encore mieux s'il y en avait encore qui savaient les produire, si elles voulaient encore dire quelque chose pour les gens là-bas. Et je suis revenu plutôt plein d'espoir parce que de me rendre compte que certes, cette histoire est très très fragile aujourd'hui. Avec la guerre, la crise et tout, les gens ne peuvent plus se permettre d'organiser les grosses cérémonies qu'ils pouvaient avant. Rapidement, une anecdote. Quand je suis allé dans ce village, il y a 7 ans, pour la première fois, pour m'accueillir, ils sortent de bidons en plastique. Et ils jouent à ça pour m'accueillir, c'est ça les tambours. Je dis mais c'est pas possible, je peux pas revenir ici et vous m'accueillez avec du plastique. Ils disent depuis la guerre, on n'ose plus fabriquer de tambours et surtout une percussion particulière qu'on appelle le mungungu, parce que le mungungu sert notamment à communiquer d'un village à l'autre, d'une région à une autre. Or pendant la guerre, il faut préciser que c'est la guerre civile qui se déroulait dans la guerre entre 1996 et 2002. C'est vrai qu'il y en a eu tellement qu'on ne sait plus de quoi on parle. Et donc, à chaque fois que cette percussion était jouée quelque part, les rebelles ou l'armée régulière arrivaient, ils détruisaient la percussion, mais ils tuaient aussi les gens pour les mettre en garde, n'osaient plus. Et même 15 ans après la guerre, plus personne n'osait jouer à ces percussions. Mais même si c'est très fragile, c'est encore là. Je suis presque tenté de dire que le passé n'est jamais mort, en fait. Et qu'il faut beaucoup de volonté, beaucoup de travail pour rallumer la flamme, pour que ça reparte. Parce que là, en l'occurrence, 1 an plus tard, quand j'y suis retourné, je les avais mis au défi. Je dis la prochaine fois, je ne veux pas que vous m'accueilliez avec des bidons en plastique. 1 an plus tard, je reviens. Ils avaient refabriqué des mungungu et ils ont joué. Et j'ai enregistré. Et tout à l'heure, dans le spectacle, c'est avec ça qu'on commence. Donc pour moi, ça devient une autre manière de, je ne sais pas si c'est de réparer, mais de réactiver, en fait. Ouais, moi, je préfère parler de réactiver l'histoire. Parce que même ces statues, par exemple, quand elles étaient dans des villages, j'ai appris que déjà, elles n'étaient pas, comme dans un musée en Europe, la statuette est là, elle est sacrée tout le temps. Et du coup, on doit garder ça sous verre et tout. Là, en l'occurrence, ce sont des objets qui sont activés quand on en a besoin. Le reste du temps, c'est un bout de bois. On en parle vraiment comme ça. Oui. C'est ce qui fait que, quand ça meurt,
on accepte aussi, parce que voilà, l'idée, c'est pas de garder ça éternellement. Ça fait partie du cycle de nos vies, comme la mort aussi. Bénédicte, par exemple, cette question, c'est aussi la question de l'attribution, puisque la grande question des conservateurs de musée, c'est de chercher l'attribution. Est-ce que c'est Vermeer qui a fait ce tableau, ou est-ce que c'est un de ses successeurs, est-ce que c'est Vinci ou un de ses successeurs? Et c'était la même chose pour toutes ces pièces qui sont entrées dans les musées européens par la colonisation, et souvent on s'est trompé dans les attributions. On s'est toujours trompé parce que les nomenclatures occidentales, celles qui nous aident depuis le XVIIIe siècle au plus tard à ordonner les choses dans un musée, c'est des choses qui prennent en compte la matérialité, c'est-à-dire généralement la taille, la matière et parfois le poids de la chose, et ensuite on essaye de dire quelle est cette chose dans des catégories très claires. Faustin évoquait la question des percussions, vous avez vu, il dit pas tambour d'ailleurs, hein. Tu as dit plusieurs fois percussion, c'est pas anodin. Si vous regardez dans tous les musées occidentaux, vous verrez ces pièces-là qui sont des instruments de télécommunication, si on veut, très anciens, avec des mélodies très fixées qui permettent de faire passer des messages par-dessus des vallées, dans les régions vallonnées, etc. Ils sont classés chez nous sous le terme d'instruments de musique. On a entendu parler en France beaucoup du retour prochain du tambour des Ébriers en Côte d'Ivoire. Ce tambour, il a été saisi par l'armée française parce qu'il servait à alarmer de la venue des Blancs qui allaient recruter. Voilà. Donc, ils l'ont pris. Ensuite, il est rangé sous le terme d'instrument de musique. Simplement, ce n'est pas un instrument de musique, c'est vraiment beaucoup d'autres choses. Et la question des nomenclatures et celle qui va avec, qui est très importante, et là, je me fais simplement le porte-voix de choses que j'ai entendu dire et que je n'ai pas étudiées moi-même, mais la question de la dénomination et ce que les Anglais appellent le misnaming. Quand tu donnes le mauvais nom à une chose. Chez nous, on dit, je sais pas, voilà, une carafe, et en fait, c'est un téléphone. Voilà. Dans certains endroits, et en tout cas au Cameroun, par exemple, donner le mauvais nom à une personne ou à une chose ou à un chien, c'est le vouer au pire mot. Un chien avec le mauvais nom, il va être battu par tout le monde, tout le temps. Et la question le décalage du nom qu'on donne aux choses est très important, et comprendre ça. Évidemment, Emmanuel, je te vois me regarder comme ça en disant oh là là, c'est trop compliqué. Non, pas du tout. Mais c'est vrai que quand on trempe dedans, comme c'est mon cas depuis vraiment très longtemps, c'est-à-dire qu'il y a plein de questions qui comptent plus quand on avance. Par exemple, est-ce que les Africains souffrent de ne pas avoir leur patrimoine? La question de la souffrance, finalement, elle s'en va. On l'a vu avec Faustin. Ce que Faustin raconte, c'est on souffre pas, on agit. On réagit, on redonne, on revitalise. Ça, c'est une question. Et il y a d'autres questions qui entrent, qui paraissent beaucoup plus importantes, celle du misnaming, voilà, et d'autres. Et je pense que c'est pour ça qu'il est très important de s'occuper de ces questions, parce qu'on comprend que l'épistémologie dans laquelle on a grandi, et qui fait, c'était dit ce matin, de nous tous des racistes, elle peut être remise en question, ou en tout cas avec un autre volet, qui est une autre épistémologie qu'on ne maîtrise pas, mais ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup d'écouter, d'ouvrir les yeux, et dans mon cas, de travailler avec, et pas en coproduction, mais vraiment avec, en se laissant bousculer, et même mettre KO de temps en temps, parce qu'on en sort plus riche. Oui, parce qu'il faut bien... Vous avez compris, on se connaît depuis un certain temps avec Bénédicte, et Bénédicte était partie d'une vision relativement classique de l'histoire de l'art européenne, on pourrait dire, même si tu avais des points de départ qui étaient un peu différents des autres, et au bout du compte, tu as été bousculé complètement par ce que tu as vécu. C'est-à-dire non seulement le rapport qu'on te commande, puisque tu es spécialiste des questions des restitution patrimoniale dans le domaine européen, un cabinet ministériel ou un président de la République te dit avec Felwinsar, faites-nous un rapport sur la question des restitutions des pièces dans les musées qui sont des pièces coloniales, la réaction de tout cela, et puis d'une certaine manière le travail que tu entames à partir de ce moment-là, qui, puisqu'on parlait ce matin de comment le chercheur ou la chercheuse est bousculé par son travail, bouscule toutes les catégories. Ouais. Dernière phrase, parce que moi je préfère toujours écouter Faustin que parler moi-même. Et pour reprendre l'expérience dont je sors juste à l'instant, c'est-à-dire ce grand travail avec nos collègues camerounais, je vous disais que le mot objet, par exemple, dans ce grand livre, nous a gênés tout d'un coup. Et on l'a remplacé. On l'a remplacé partout où on pouvait, et on l'a toujours seulement laissé dans les cas où on parle d'objets de musée. Mais si on dit les objets ont été pris dans tel village, on ne va pas dire objet. On va s'arranger autrement. C'était compliqué. Une autre chose qui a bousculé jusqu'à la syntaxe, et bousculer la syntaxe, ça veut dire que pendant
pendant une semaine, en fait, dans mon cas, après avoir eu la syntaxe bousculée, je ne pouvais plus du tout parler parce que j'inversais aussi les syllabes dans les mots. C'est quand on s'est aperçu avec cette même équipe que toutes nos phrases, quand on racontait le moment de l'appropriation violente des pièces, des percussions, des objets sacrés et autres, des choses prises au Cameroun, on s'est aperçu que toutes les phrases qu'on utilisait pour raconter ça commençaient par un sujet allemand, il y avait un verbe, donc le sujet agissait le verbe allemand, et ensuite les Camerounais étaient toujours le sujet, l'objet dans la phrase. Et là, on était tard dans le processus d'édition, et on a dit non, on ne peut pas laisser ça comme ça. Partout où c'est possible, on va retourner les phrases. On va prendre le sujet, donc par exemple, le Hauptmann Glauning arrive dans le village de machin et parle avec le roi local. On a inversé, on a dit le roi local rencontre pour la première fois le Hauptmann Glauning ou rencontre un blanc pour la première fois, et des choses comme ça. Sauf que quand vous faites ça avec les sources du vainqueur, parce que nous, comme source écrite, on n'a que celle du colonel Glauning qui raconte qu'il est arrivé. Si vous retournez ça, enfin moi j'ai été foutu. Pendant un long moment, ça change tout. Ça change tout le cerveau. Ça change les connexions du cerveau. Et en plus, si c'est dans une langue étrangère, c'était le cas pour mes collègues camerounais qui sont des germanistes. Il y a beaucoup de germanistes camerounais. C'est eux qui savent lire les sources du vainqueur. Donc c'est avec eux que je travaille. Enfin, voilà. Et ça, c'est plus que déstabilisant. Et en même temps, c'est plus que vivant. C'est ça, être vivant. Oui, Faustin, d'ailleurs, tout le travail que tu vas présenter tout à l'heure avec My Body, My Archive, c'est justement de se dire les sources, non pas les sources mentent, mais les sources sont muettes. Il y a la fameuse historienne qui est Michel Perrault avait écrit un livre il y a maintenant une vingtaine d'années qui s'appelait Les femmes ou le silence de l'histoire. Alors ce silence, il est patent dans toute l'histoire, de toutes les cultures, dans le monde entier. Mais toi, ce qui t'a frappé, c'est justement que puisque on raconte l'histoire en disant le fils d'un tel, père d'un tel, fils d'un tel, etc., etc., en déclinant la lignée, ne passe que par la lignée paternelle, d'une certaine manière, tu t'es aperçu que pour raconter l'histoire de ton village, justement, ou du village de ton grand-père et de ta mère, eh bien, il fallait passer par la restitution, la façon de faire revivre, d'une certaine façon, celles qui sont totalement absentes de cette histoire. Réinventer. Oui. Et je crois que c'est là que le geste poétique devient intéressant, parce que dans quelle mesure le poète peut ressusciter ce que l'histoire a effacé. Et que si, en retournant dans cette région régulièrement, je découvre finalement une histoire familiale beaucoup plus longue que je ne soupçonnais, mais que dans cette histoire, on ne parle que des hommes, et que même quand j'interroge les grands-mères qui sont restées au village, qui sont nées là, qui ont grandi là, elles sont plus capables de parler de leur père et de leurs frères, mais pas de leur mère, de leur sœur. Ça m'interpelle. Et je me dis, je ne peux pas me contenter de ça. Alors on va se tourner vers un sculpteur, l'un des rares qui reste encore là-bas. Je dis, mais Baga, est-ce que tu peux imaginer les femmes de mon clan? Et tout à l'heure, le mungungu, la percussion dont je parlais tout à l'heure, qui sert aussi, parce que parfois on dit c'est le téléphone entre les vivants et les ancêtres. Je lui dis, mais est-ce que vous pouvez jouer et demander aux ancêtres où sont les femmes? Et me rendre compte que, justement, comme c'est un langage qui est très, très codé, le langage de ces percussions-là, personne au village ne savait jouer juste cette phrase, toute simple en apparence, où sont les femmes? Et ils se sont mis à 3, discuter pendant très, très longtemps, à essayer, jusqu'à ce qu'ils me disent, je pense que si on joue de cette manière, on demande où sont les femmes. Donc c'est ça, c'est comment, face au trou de l'histoire, et puisqu'on ne peut pas
se contenter de ça et qu'il faut que la vie continue. C'est surtout ça. Il y a une phrase que je trouve terrible de Sony Laboutansi, donc là, c'est pas une citation exacte, mais je paraphrase littéralement, il dit « Tout était par terre, même la terre était par terre ». Et plus tard, j'ai lu une autre phrase de Kossi Efui, cette fois-ci, où, je ne sais pas s'il répondait à Sony ou quoi, mais en tout cas, il écrit « Les hommes étaient toujours là, ceux qu'on avait surnommés les maîtres nageurs, parce qu'ils avaient traversé toutes les débâcles, et à la fin, ils surnageaient toujours. Je me dis, voilà. C'est ce chemin-là. C'est ça qu'il faut faire. Voilà. Donc, pas simplement constater que la Terre est par terre. Mais comment on surnage. Ouais. Et c'est pour ça, pendant la première conférence ce matin, ça m'a touché juste d'entendre que voilà, c'est quand c'est désespérant ou c'est désespéré qu'il faut y aller. Voilà, c'est ça, l'énergie, en fait. Oui. Bénédicte, je disais que dans ton livre « Le long combat de l'Afrique pour son art », tu donnais à entendre et à voir que ce que beaucoup d'entre nous ont découvert avec le rapport ou les débats qui précèdent le rapport que tu as rédigé avec Feldwinsa, c'était une histoire beaucoup plus longue que cela. C'est-à-dire qu'en fait, que c'était les pays eux-mêmes et les ressortissants des pays eux-mêmes, comme Amadou Magdarbo, quand il était directeur de l'UNESCO dans les années 70, ou des écrivains, Wole Soyinka, au Nigeria ou d'autres, qui s'étaient enquis de cette question-là tout de suite après la question de la décolonisation, et que, en fait, ce qui nous apparaissait, ou apparaissait à beaucoup comme neuf dans les années 2020, 2018, 2020, était déjà un questionnement ancien, mais qu'entre-temps, évidemment, entre la guerre froide, la période de la décolonisation, la guerre froide, les combats en Afrique entre partisans occidentaux et partisans du bloc soviétique, les combats qui étaient liés à la question de la résurgence de l'islamisme dans ces régions-là, etc., avaient complètement fait changer la problématique. Est-ce que tu peux nous parler de ça, justement, sur cette façon de réparer? Parce que j'imagine que demander la réparation par l'art ou par les objets d'art en 65 ou en 2022, ça n'est pas exactement la même chose. Je vais répondre tout de suite, mais je voudrais vraiment rebondir sur la question des femmes, si tu permets. Vas-y. Parce que, dans un autre sens que ce que expliquait Faustin à l'instant, les femmes absentes, mais en réalité, quand on va dans les musées, il y a ce qu'on appelle, ce qu'on ignore et qu'on ne voit pas, mais qui est le matrimoine. C'est-à-dire des objets qui appartiennent aux femmes. Et dont on peut vraiment s'interroger quand on voit des objets qui n'appartiennent qu'aux femmes, comment sont-ils arrivés dans les musées et quelles violences, éventuellement, ont été faites à ces femmes pour que, par exemple, des colliers qu'elles ont au cou toute leur vie, qui leur a enlevé, comment ça a été fait, qu'est-ce qui est arrivé à ces femmes. Et quand on se pose la question des provenances, donc c'est ce terme pour dire l'histoire de l'arrivée des objets dans les musées, quand on se pose cette question, tout d'un coup, le matrimoine émerge, et tout d'un coup, évidemment, les armes, on voit comment c'est arrivé, les percussions qui servent à télécommunier avec les ancêtres et télécommuniquer avec les alliés, on voit comment ça a pu arriver dans un contexte militaire. Mais les objets des femmes, les objets très intimes, quels sont les militaires, quels sont les missionnaires, quelles sont les femmes missionnaires qui sont allés les chercher dans les endroits les plus secrets, les plus cachés, sur le corps des femmes. Tout ça, c'est des questions qui se posent et qui n'ont jamais été posées avant. C'est seulement parce qu'on parle de restitution, bizarrement, qu'il y a cette restitution d'un savoir ou du savoir, ou une acuité de notre regard. Quand on va au musée, on fait plus attention maintenant. Tiens, ces colliers de femmes, c'est... Bon, voilà. Et ça veut donc dire aussi que l'évolution de la recherche, des questions sociales portées et culturelles portées sur les évolutions des sociétés, la naissance de l'histoire du genre, etc., ont transformé aussi le regard d'aujourd'hui. Oui et non. C'est plutôt que si vous parlez à des collègues du Cameroun, c'est eux qui vont vous dire tout de suite, sans avoir lu toutes les études importantes sur l'histoire du genre et sans être au courant de ce qui a pu s'écrire et ce qui peut se discuter ici, qui vont vous dire « Ah non, mais ça, attends, c'est bizarre, parce que ça, normalement, c'est les femmes qui le portent. Donc, qu'est-ce que ça fait là ?» Donc, en fait, c'est plutôt l'inverse. Nous, on rame derrière. Hein. C'est bien ça qu'on découvre aussi. C'est que pour beaucoup de questions,
nous autres, et ce matin quelqu'un disait que la différence entre la Belgique et Paris, c'est qu'il y a des degrés d'arrogance ou des degrés de sérieux. Ce qu'il y a, c'est que si on se prend un tout petit peu moins au sérieux, on s'aperçoit que tout ce qui a dit était très très bien dit ce matin déjà. Les savoirs sont là, les poissons qu'on veut manger, les filets, toutes ces choses-là, c'est déjà là. Et nous, on n'a pas pris l'habitude dans nos musées, on ne nous a pas dit quand on était petit, prends une attention particulière à la manière dont ce filet est noué, parce que là-dedans, il y a des fractales, il y a des savoirs mathématiques, etc. Qui vous l'a dit ça ? Personne. D'ailleurs, les filets ne sont pas exposés, puisque ça n'intéresse juste personne. Il y a des tas de filets dans les musées européens, alors qu'un filet comme ça du 19e siècle raconte qu'au 19e siècle, les simples pêcheurs savaient comment... Enfin voilà, il y a des questions mathématiques là-dedans. Et nos collègues, quand on est, je sais pas, à Dakar par exemple, avec Malik Ndiaye, le directeur du musée Théodore Monod, lui dit oui, restitution et tout. Moi, ce que je voudrais en premier, c'est un filet de pêche. Et je ferai un projet de recherche avec l'Institut de mathématiques de l'Université Cheikh Anta Diop pour savoir quelle était la mathématique qui permettait ça. Voilà. Donc tout ça sur le fait que, en tout cas pour ce qui me concerne, c'est bien de se faire de plus en plus petit et de plus en plus bousculé dans la poche de Faustin ou dans la poche de ceux qui veulent bien vous prendre dans leur poche. J'ai eu la chance d'avoir été prise dans la poche de Felwinsar et d'aller écouter et de prendre vraiment au sérieux. Voilà. Et pour répondre en une seconde sur la question du fait que le débat qui semble nous occuper aujourd'hui pour la première fois et pour lequel on peut avoir l'impression qu'on est les précurseurs. Socialement, les précurseurs ou les premiers à traiter ces questions. Donc Faustin avec son spectacle de 2016-2017 au Met, Felwinsar et moi avec notre rapport et tous les travaux qui sont arrivés derrière. En réalité, tout ça donc, avait déjà existé, comme le débat sur le climat. Comme le débat sur le climat à la fin des années 70, au début des années 80, presque les bonnes décisions ont été prises, presque les choses étaient faites. En France même, un ancien directeur du Louvre disait, Pierre Cognam, donc à l'époque inspecteur général des Beaux-Arts, poste très prestigieux en France. C'était pas un anarchiste avec un couteau entre les dents, super woke. C'était un directeur du Louvre qui, en 81-82, disait « Il faut restituer le patrimoine africain à l'Afrique. C'est un acte de solidarité et d'équité. » Donc tout ça a été presque fait. Et moi, j'ai essayé de comprendre pourquoi, on l'avait complètement oublié. Quand on a travaillé avec Felwins sur notre rapport, on a découvert le rapport de ce Pierre Cognam, on l'a photocopié, on est allé dans tous les ministères en disant « Mais le boulot qu'on fait a déjà été fait ?» Là, quand on allait en CP, nous, ça a déjà été fait, tout le monde nous disait « on peut avoir une photocopie, on peut avoir... » Personne ne le savait, c'est-à-dire que les administrations avaient oublié que ça avait déjà eu lieu, et ça avait été... C'est pas qu'il y avait une amnésie sur le sujet, ça avait été amnésisé par certains groupes qui avaient intérêt à ce que ce soit amnésisé. Et pas seulement, que ce soit oublié. Et il y a d'autres mots mieux en anglais pour dire ce genre... activement faire oublier. Ouais. Et c'était pas seulement le cas en France, ça a été beaucoup le cas en RFA, en RDA, en Grande-Bretagne. Tu racontes en RFA, effectivement, combien... il y avait des activistes et puis il y avait aussi des contre-activistes, c'est-à-dire des gens qui disaient il va falloir rendre ces objets au Cameroun ou à la au Nigeria en particulier. Ouais. Et d'autres qui faisaient des rencontres quasi secrètes dans des lieux entre eux pour pouvoir justement monter des stratégies pour empêcher que ces objets sortent des musées. Voilà, il y a des stratégies, des papiers secrets de 13-15 pages, des musées entre eux qui expliquent comment lutter contre les demandes des pays qu'on appelait à l'époque du tiers-monde. Et donc, pour confirmer ce que tu disais déjà tout à l'heure, en effet, le sujet des restitutions n'est pas ce qu'on a pu entendre un petit peu en France, notamment en Allemagne aussi, un sujet de jeunes Européens qui s'ennuient et qui ont mis un nouveau sujet à la mode postcoloniale sur l'un. Non, c'est un grand sujet culturel des indépendances. C'est Wole Soyinka, c'est des gens qui font du cinéma comme le grand Nyi Kwateowu, qui a fait un film extraordinaire qui s'appelle You Hide Me et qui vit à Accra, que tu as peut-être rencontré la semaine dernière. En tout cas, les artistes avaient pris une grande part dans les années 60, 70, 80, puis les politiques, l'UNESCO, des chefs d'État, des responsables, et tout ça s'est heurté à la falaise. Y compris d'ailleurs dans l'ICOM, c'est-à-dire l'international des musées, pourrait-on dire, la Société internationale des musées, qui a pris en partie des positions favorables à des restitutions, puis une partie de l'ICOM a pris des positions hostiles à ces restitutions. Voilà, par exemple, ce papier secret de 15 pages qui dit comment faire pour éviter le sujet, et d'ailleurs, un chapitre entier s'intitule « Émotion ».
enfin, Emotionalität, en allemand, c'est vraiment génial. Ils sentent que si on met ce sujet patrimonial et d'œuvre, qui est un sujet émotionnel, ces émotions, le rapport à ça, si on parle d'émotions, on est perdu, disent les musées à cette époque-là, allemands, et ils parlent pour tout le monde en fait, sauf qu'ils l'ont couché sur le papier. Si on parle d'émotions, on est perdu. Dès que des émotions surgissent, on aura l'opinion publique contre nous. Donc dès que la question surgit, il faut botter en touche sur le juridique. Et il faudra toujours répondre par la question légale-illégale. Et on ne laisse pas monter les émotions. Un chapitre entier, autre chapitre terminologique, le terme restitution, il faut absolument le bannir de notre langage, disent les musées. On va mettre autre chose à la place et ils proposent transfert. On voit bien la différence. Restitution, il y a un noyau historique dans le mot. Il y a il y a un avant et un après dans le mot lui-même qui suggère qu'il s'est passé quelque chose de mal, qu'on va changer et qu'il y aura un après, restituer. Un nouvel état. Un nouvel état, c'est vertical historiquement la restitution, tandis que le transfert, ou sa version contemporaine, on va faire circuler les œuvres, bah, c'est horizontal, il n'y a pas d'histoire, hein, voilà, etc. etc. Et c'est très intéressant. Dernière petite citation pour rendre hommage à Paulin Joachim, qui était un poète et rédacteur en chef de la revue Bingo en 65. C'est lui qui lance le premier grand texte qui s'appelle « Rendez-nous l'art nègre » et qui dit « Il faut qu'on se reconnecte avec nos patrimoines immatériels et matériels et se reconnecter. C'est ça qu'il nous faut, c'est une sorte de nourriture, c'est des genres d'amphétamine, quoi, pour construire le futur. C'est la force qu'il nous faut pour construire le futur, cette reconnexion. Et comme elle n'a pas eu lieu, maintenant, il y a des gens extraordinaires comme Faustin qui font la reconnexion. Et c'est peut-être pour ça que ces questions de restitution, au-delà du retour des objets, moi, ce qui m'intéresse, c'est dans quelle mesure ça permet de ramener des systèmes de connaissances. Parce que ce ne sont pas que des objets, comme on l'a compris. Bah, c'est des systèmes de connaissances, c'est des systèmes de construction du monde. Des systèmes auxquels nous n'avons plus accès. Depuis près de 200 ans. Et dans quelle mesure ramener ça dans nos villages, nos villes, nos pays, pourrait permettre d'irriguer les sociétés d'une nouvelle énergie et dans quelle mesure ça peut permettre de déplacer le regard, parce que à partir du moment où on a été éduqué pour nous regarder à travers le regard européen, où quand on parle de développement, c'est le devenir européen. On essaie toujours de rattraper quelque chose, comme si il n'y avait qu'un seul point de vue. Qu'est-ce que ramener ces connaissances, ces systèmes de pensée, en sachant que très souvent, à un moment ou à un autre, ça passe par le corps. C'est-à-dire une expérience viscérale. On transpire cette connaissance pour pouvoir mieux la comprendre. C'est peut-être à cet endroit-là que moi, ce débat m'intéresse. De dire, OK, il y a les élites, dont quelque part je fais partie. Nous pouvons nous retrouver à Urigny, discuter de ça. Pourquoi pas? Mais quand je retourne dans le village de Banataba, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça fait? Voilà. Et que si j'ai commencé à rêver, par exemple, un projet, je dis, je dois le faire, ça, dans un avenir pas trop lointain, dire, qu'est-ce que ça peut être d'avoir dans nos écoles, ou dans les écoles autour des villages de la région, pendant 1 an, qu'on essaie de retrouver tous les maîtres qui existent encore, que ce soit sculpteurs ou chanteurs, qui peuvent passer juste 2 heures par semaine avec les enfants à leur apprendre ça. Et qu'au bout d'1 an, qu'on évalue. Pour moi, ça, ce serait un projet de restitution, mais qui va au-delà des objets. Mais comme je disais, c'est une énergie qui revient et qui recircule. Oui, et ça c'est très important parce que je crois maintenant qu'au stade où tu en es toi-même, Bénédicte, de ton travail d'historienne de l'art et d'historienne, c'est la question qui t'importe, c'est-à-dire cette question de comment on sorte des cercles qui sont les cercles universitaires et qu'on change
d'une certaine manière, de focale, qu'on descende plus bas et qu'on permette la restitution, comme vient de le dire Faustin, pas simplement des objets, mais aussi que ces objets deviennent d'un seul coup des lieux de réflexion en commun à tous les niveaux d'une société, par exemple. On peut dire que c'est la question qui m'importe, et non. En tout cas, elle ne m'importe pas au sens où moi, je pense qu'il faut que, depuis Berlin ou depuis Grigny, c'est pas ton rôle. J'aille me mêler. Et je pense vraiment que ce qui m'importe beaucoup, c'est de pouvoir avoir la position de celle qui regarde comment ça se fait. Ouais. Les choses, parce que, en fait, ce que décrit Faustin, le déclencheur, c'est pas d'en parler, c'est quand la chose revient vraiment physiquement. Vous savez que 2,5 tonnes d'objets de la République qui appartenaient donc au royaume de Dahomey, qui est devenu la République du Bénin, ont été rendus à Cotonou il y a 1 an ou 2 par la France, presque 2 ans. Tant qu'on faisait qu'en parler, il ne se passait rien. Du jour où ces pièces ont été là, une école de danse a été créée à côté. La culture devient quelque chose d'important. La culture. Alors évidemment, maintenant, il y a des débats. Est-ce qu'il faut les mettre dans des musées? Est-ce qu'il serait pas... Mais tous ces débats, c'est ça le patrimoine, ce qu'on appelle le patrimoine. Le patrimoine, c'est pas la chose comme ça, c'est tous les débats qui sont autour. Et quand vous vous dites ça, en parlant de Berlin, par exemple... Oui, ou d'Urigny. Oui. Oui, mais... Oui, d'Urigny sûrement aussi, je ne sais pas, mais de Berlin, ou par exemple, dans aucun musée d'Allemagne, vous verrez de l'art de RDA aujourd'hui. Si vous aimez le socialisme, si ça vous intéresse de savoir comment était le socialisme réel, comme on le disait à l'époque, le socialisme réel peint en RDA, il y avait beaucoup d'artistes. Il n'y a pas un musée qui montre un tableau de RDA. Parce qu'ils n'y arrivent pas encore. Parce que le patrimoine, ils sont là les tableaux, ils sont juste pas montrés. Et toute cette discussion autour de ça, elle va durer encore probablement une génération jusqu'à ce qu'ils y arrivent. Et priver ceux dont les œuvres sont dans nos musées, œuvres avec beaucoup de guillemets, c'est pas le bon terme, dont les cultures matérielles sont dans nos musées, les priver de la possibilité d'avoir ces débats-là, et cette discussion, ça, c'est pas possible. Donc ça m'importe beaucoup, d'une part, et ce qui m'importe de manière artisanale, disons, c'est de continuer à sortir les archives dont on a besoin pour faire éclater l'évidence de la violence extrême liée à la prédation. Ouais, mais le sang collé sur les pièces. Bien sûr. Qui ont été nettoyées pour être dans nos musées après. Mais en fait, c'est d'une violence extrême. Et avant, en tout cas, d'aller dans ces archives avec nos collègues camerounais, etc., on ne soupçonnait pas l'extrémité de la violence ou le degré de violence. Qui est disturbing. C'est-à-dire, vous rentrez chez vous et vous lisez un rapport où vous apprenez que le colonel machin a pris par exemple, toute l'architecture royale d'un palais, d'un village, avant de faire brûler le château, le palais et le village, et de donner à ces hommes toutes les femmes pour viol collectif. Tout ça, c'est dans le même rapport. Et c'est pas rien. Et surtout, c'est pas rien quand vous êtes historienne de l'art. Vous allez regarder le musée, et puis vous sortez des archives avec des descriptions de viols collectifs. Mais ça, tu l'as pas vraiment appris dans le sens où toi qui as travaillé sur les prédations napoléoniennes en Europe, certaines se sont passées sans viol et sans violence, peut-être pas beaucoup d'ailleurs, mais elles étaient déjà... C'est quand même la question de la prédation de guerre. Mais c'est pas pareil de parler de Napoléon ou de parler d'un village du Cameroun, en fait. Pourquoi ? Parce que Napoléon, c'est en nous, si on veut. L'Europe s'est fait mal à elle-même, en quelque sorte. Mais trouver dans des archives d'Allemagne qui n'ont jamais été ouvertes, en écriture allemande, Zutterlin, là, illisible, que seuls les collègues camerounais et togolais peuvent encore lire aujourd'hui, parce que ça les intéresse vraiment. Aller trouver ces rapports-là, c'est-à-dire les rapports d'une ignominie commise par l'Europe et jamais thématisée par elle, c'est vraiment autre chose que de passer après des couches d'historiens qui se sont occupés de Napoléon. Et par exemple, de savoir que le canal Saint-Martin à Paris a été construit par des prisonniers prussiens, c'est bouleversant, mais c'est pas... Enfin, en tout cas, moi, ça ne fait pas trop le même effet. Faustin ? Sur cette question de la prédation en particulier et de ce que cela peut faire, tu nous as expliqué ce que ça pouvait faire dans les endroits où arrivent justement ces objets, où leur aura d'une certaine façon circule, à partir du moment où on a refait la circulation, comme tu le disais tout à l'heure.
Est-ce que c'est important de savoir comment ils ont été produits, comme le dit justement Bénédicte, et en particulier qu'ils ont du sang sur le... On le sait, non? Ou pas? Et c'est peut-être là aussi qu'on peut se poser une autre question. Dans quelle mesure ces différentes communautés locales, d'où ces entités, parce que parfois sont parties, sont prêtes à les accueillir à nouveau. Parce que si à un moment on s'est dit, on a faire sans, c'est un peu une manière d'avancer aussi. Et que si on a trouvé des mécanismes pour avancer, qu'est-ce que c'est que de ramener cette blessure au cœur de la communauté? Est-ce que nous avons les outils pour gérer ce traumatisme sans qu'il ne nous casse totalement? Peut-être que je fais beaucoup trop confiance en la poésie, mais je me dis que c'est là, justement, que nous avons besoin des espaces, parce que la poésie, c'est du genre d'espace où on peut regarder en face nos peurs, nos doutes, nos espoirs. On peut essayer, en tout cas, de nous reconstruire. Peut-être que c'est ça, réparer l'histoire, finalement. Mais ce qui est important dans ce que tu viens de dire à propos des poètes ou de la poésie ou des artistes, etc., en général, c'est cette question de savoir qui peut avoir ce rôle de transmission ou de réinterprétation à partir du moment où soit les objets, soit l'aura des objets arrive. Bénédicte nous dit, c'est pas moi, d'une certaine manière. C'est pas à toi, c'est pas à moi de le faire. Je suis une Européenne, je vais pas le faire. Mais qui peut le faire, justement, cette question-là? C'est-à-dire qu'on va régler la question du retour des 2 tonnes, et c'est ça, 2,5 tonnes, tu disais, d'objets de bronze du Bénin au Bénin, enfin d'objets de bronze au Bénin. Bon, on règle cette question, admettons, au Nigeria, pardon. Oui, mais c'est les bronzes, oui, mais on est absolument d'accord. C'est les bronzes du Nigeria. Mais ils arrivent. Bon, ça, c'est la réglementation internationale, c'est entre 2 États. Ensuite, quels sont les acteurs qui peuvent, d'une certaine manière, réparer cette histoire, s'il ne s'agit pas de réparer, mais enfin, en tout cas, continuer l'histoire à partir du moment où ces objets reviennent? Il y a 2 jours, j'étais à Accra, et au Ghana. Au Ghana. Et ça se termine aujourd'hui, c'est une première grande conférence panafricaine, parce qu'il y a des Africains du continent, mais aussi de la diaspora, autour de la restitution du patrimoine volé. Et dans l'une des discussions, on a justement évoqué les conflits que ça génère sur ces premiers dans les communautés. Parce que on se pose la question de à qui appartient ce qui revient? Est-ce qu'on les rend aux communautés d'origine? Est-ce que c'est l'État-nation construit par la colonisation et le système après? Et d'ailleurs, c'est intéressant que dans la charte de l'Organisation de l'Union africaine, on ait mentionné l'intangibilité des frontières issues de la colonisation. Et c'est pour ça la naissance du Soudan du Sud a été un grand choc pour beaucoup d'États-nations sur le continent. Et je pense que mon pays a été assez secoué par ça. On s'est dit, mais si on ouvre cette voie, à quelle sauce on va être mangé, littéralement? Est-ce qu'il n'y aura pas un Kasaï indépendant ou d'autres... Voilà, Kasaï, Katanga. Et donc, qu'est-ce qui se passe entre les villages, les régions, l'État, et si personne n'arrive à s'entendre? Est-ce que ça ne pose pas plus de problèmes mais aussi, qui peut décider?
Et qu'est-ce qui se passe si, justement, des communautés disent « nous, on ne veut pas de ça ». Ça ne peut pas être une réponse simpliste en disant c'est la responsabilité de telle personne ou telle personne. C'est pour ça que c'est très important que nous ayons, grâce à ces retours des objets matériels, cette possibilité de nous poser la question. Qu'est-ce que nous voulons faire ou qu'est-ce que nous pouvons faire, en sachant que la réponse va toujours être dynamique. Oui. La réponse d'aujourd'hui ne sera pas forcément la réponse de demain. Et que là-dedans, les politiques jouent leur rôle, eux, les juristes, parce qu'on a besoin d'un cadre juridique pour tout ça, pour trancher, par exemple, s'il y a un conflit de ce type entre l'État et les communautés locales. Est-ce qu'il y a une entité régionale ou panafricaine qui pourrait... Parce que la question s'est même posée par rapport aux diasporas, notamment noirs aux États-Unis, qui se disent « mais vous ne pouvez pas nous prendre tout ça ?» Parce que nous aussi, nous avons besoin d'avoir accès à ça. Et pour moi, c'est légitime. C'est légitime. Et donc, on aura besoin aussi des poètes, des artistes, pour se saisir autrement de cette question et de réactiver autrement. Et ce que disait Bénédicte tout à l'heure, ce que tu disais sur la question du débat, c'est-à-dire que ça va créer du débat. Exactement. Si je peux rebondir sur ce que disait Faustin à l'instant. D'abord, la question des Américains descendants d'esclaves, enfin de personnes esclavagisées, qui se sont plaints que l'institution Smithsonian de Washington allait rendre des choses au Nigeria. Donc, ils se sont plaints en disant, ben nous, non, parce qu'en fait, le Nigeria, à l'époque, quand c'était pas encore le Nigeria, a vendu nos... Donc, c'est injuste qu'on rende à ceux qui pratiquaient l'esclavage une partie de leur patrimoine. Et en Allemagne, ça a créé une énorme discussion, puisque l'Allemagne avait rendu au Nigeria des pièces qui devaient être rendues à l'État du Nigeria. L'État du Nigeria lui-même a décidé de les rendre au roi de Benin City, à Loba. Et en tout cas, pour les Allemands, ça a été une sorte de trahison. Ils ont dit, voilà, on croyait qu'on allait le rendre à un État. En fait, ça a été rendu au roi, qui autrefois était un esclavagiste, etc., etc. Très compliqué. Mais justement, c'est ça le patrimoine. C'est les discussions qu'un État avec le roi, etc., va mener. Ça me paraît important. Je voudrais dire quelque chose sur les communautés qui refusent de reprendre. Parce que ça, on ne s'y attend pas. Et au début, on se dit, tout ça pour ça. Et c'est un exemple qui implique aussi le Congo et un projet qui a été mené par des artistes, des musiciens, le groupe 50-50 qui est à Lubumbashi en partie et en autre partie à Genève. Ils ont compris, ce sont des musiciens, que des restes humains, comme on les appelle, des squelettes de personnes de petite taille, des pygmées du Congo, avaient été emmenés dans les années 50 à Genève pour des raisons scientifiques. Ils avaient été déterrés de leur village et amenés à l'université de Genève où ils étaient. Ces musiciens ont fait une pièce extraordinaire qui s'appelle The Ghosts Are Returning, le retour des fantômes. Une pièce extraordinaire, allez la voir si elle passe près d'ici ou ailleurs, où ils ont mis ils ont performé le retour de ces squelettes et ils l'ont organisé. Ils sont allés parler avec des vrais juristes de l'Université de Genève, les vraies personnes des communautés initiales. Ils ont tout fait. Ils ont réussi à mettre tout le monde autour d'une table à Lubumbashi et la restitution allait avoir lieu. Tout le monde était d'accord, ça allait se faire. Donc, grâce à l'art, grâce à leur création, ils avaient réussi. Et le chef du village, au moment où ça allait être signé, a dit « on ne les veut pas ». Alors que tout avait été discuté avec lui. Donc la première réaction de vous, peut-être, c'est « oh, il est fou, ou n'importe quoi, ou quoi, dissonance cognitive ». Comme je disais ce matin. Hein, je le cite, je ne le connaissais pas, voilà. Mais non, qu'est-ce qu'il a retrouvé, le chef du village, du tout petit village, au fin fond du fin fond, quand vous regardez sur Google, sur la carte. C'est presque comme Urigny, mais au milieu du continent africain. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il a retrouvé? C'est quelle restitution a eu lieu? La restitution de son agency, de son pouvoir de dire non. Parce que eux, ce sont ceux sur lesquels on roule tout le temps. On leur demande jamais leur avis. Et là, une fois, au chef du village. Ce village, cette région, Faustin peut en parler 1000 fois mieux que moi, c'est la région, c'est la plus démunie, disons, politiquement. En tout cas, ils peuvent presque pas se défendre. Et le gars, alors que tout il dit non. Eh ben, c'est lui le roi. Il a décidé.
Voilà. Et donc, toutes ces restitutions, c'est pas des schémas tout faciles qu'on peut imaginer comme ça. Autre exemple de choses pas très faciles, beaucoup de communautés sont devenues chrétiennes après la période coloniale. Donc, comme le faisait Faustin et comme il le décrivait tout à l'heure, pour ce qui nous concerne, nous, avec nos équipes, des doctorants qui viennent du Cameroun ou qui viennent du Togo, et là je parle d'un projet mené par Kokou Azamédé à l'université de Lomé, ils sont allés avec des photos, et ils ont dit, tu vois, ça vient de ton village, et maintenant c'est au musée de Brême. Et les gens, beaucoup lui ont dit, comment ça, c'est au musée de Brême? Mais on nous avait promis que ça allait être détruit. Et c'est encore là, mais pas étonnant qu'on ait autant de problèmes. Détruisez-moi ça tout de suite. Parce qu'ils sont devenus chrétiens. Et donc, il y a plein de sortes de travail très intéressants autour de ça qui ne sont pas linéaires comme on imagine que ça pourrait être quand on dit, voilà, il s'agit de réparer l'histoire et de les pauvres victimes. Non, c'est vraiment beaucoup plus compliqué et c'est bien. C'est bien. Oui, c'est justement ce que tu disais, et je te donne la parole à Faustin tout de suite, ce que tu disais à l'instant, Bénédicte, c'est justement que ça pose des questions. C'est-à-dire que plus on avance dans le sujet, plus ce sujet est complexe, plus il pose de questions, et donc plus il oblige à réfléchir plus avant encore sur ces questions-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution toute faite, tu viens de le dire, mais ça veut dire que avant même d'avancer, on peut s'imaginer que ce que l'on va découvrir, tu le disais à propos des textes en allemand et que vous avez découvert avec vos collègues camerounais, eh bien, c'est une question supplémentaire à celle que tu t'étais posée auparavant avec d'autres types de restitutions. C'est cela la question. C'est-à-dire qu'il y a à chaque fois, on pourrait dire un certain piège ou quelque chose de nouveau qui n'est pas résoluble avec les solutions antérieures. Voilà, et la question qu'on me pose souvent, c'est quoi pour toi le musée idéal? La réponse vraiment heureuse, c'est je n'en sais rien. Les restitutions, elles servent à fabriquer, ou la discussion sur les restitutions, elles servent à fabriquer quelque chose, une reconnexion patrimoniale dont on ignore tout aujourd'hui. Et donc c'est du vrai, c'est pas... On ne répare pas quelque chose et on sait qu'il va se passer ça, que ça va aller dans un musée, que les gens vont acheter des tasses avec la statue de Béhanzin dessus et les mettre dans le... Peut-être que ça va se passer, mais en réalité, on ne sait pas. Et là où ça s'est passé, il se passe des choses totalement inouïes ou inédites. Donc il faut y aller et se laisser surprendre. C'est d'ailleurs très étonnant parce que ce n'est pas du tout ce qu'on a dit dans les premiers temps où les musées européens refusaient la restitution. En gros, l'argument qui était toujours présenté, c'est ils n'ont pas les moyens de construire un musée avec les normes, etc. Il faut respecter le fait qu'ils sont beaucoup plus pauvres et que même si on leur construisait avec l'aide européenne ces musées-là, eh bien, ils ne pourraient pas les entretenir, etc. Ça a été le premier temps du refus. Mais aujourd'hui, c'est bien plus complexe que ce qu'on disait à cette époque-là. C'était pas seulement ils sont beaucoup plus pauvres, hein. Il faut vraiment être franc. Ce qu'on lisait noir sur blanc, c'est qu'ils sont beaucoup plus bêtes. Ouais. Ils ne vont pas savoir comprendre leurs propres pièces. Et il faut qu'on leur envoie non seulement de l'argent pour construire des musées, mais des experts américains et européens pour les aider à comprendre. Et on lit noir sur blanc. Et quand ils auront compris, ils vont arrêter de nous fatiguer avec les questions de réclamation et de restitution parce qu'ils verront qu'ils ont encore beaucoup de choses chez eux. Mais comme ils ne comprennent pas... Voilà. Donc c'est vraiment très profond. Et ce racisme omniprésent qui fait de nous ce qu'on est, c'est toutes nos visites au musée. Tout ça, on l'a vraiment en nous et c'est dur. Faustin ? J'ai juste envie d'évoquer Aimé Césaire. Quand, je crois que c'est dans le discours sur le colonialisme, il évoque le fait que, à un moment quand le nègre se sera émancipé, il va hériter de l'humanité. Et c'est-à-dire que tout ce qu'il y a de beau qui a été inventé par l'humanité nous appartient aussi. C'est-à-dire ce qu'ont fait les Grecs ou les Japonais, les Incas, ça nous appartient aussi. Et c'est peut-être le monde dont je rêve, c'est-à-dire un monde où un enfant qui grandit à Banataba aurait accès à ça. Si ce monde-là existe, personnellement, je n'ai aucun problème que des pièces Lengola soient au Metropolitan Museum. Parce que je sais que nos enfants auront accès à ça aussi.
C'est juste que l'histoire a fait que, déjà, l'humanité nous excluait. Parce que la mission civilisatrice de l'Occident, c'est nous apprendre à être humains. Donc, peut-être que c'est un travail, en fait, qui va au-delà des questions culturelles, artistiques et tout, et qu'on revient à une question toute bête, c'est quoi être un humain? Et là, je vais parler rapidement de la danse, parce que je ne peux pas m'empêcher de parler de la danse. C'est que à chaque fois, quand je danse ou que je chorégraphie, peut-être c'est ça la question. Qu'est-ce que c'est que d'être humain? Où suis-je? Surtout, qu'est-ce qu'il y a autour de moi? Qui d'autre est là? Même quand je suis tout seul, même si c'est un solo, peut-être que la question de qui d'autre est autour de moi, c'est juste moi-même. Et en ce moment-là arrive la question de quelle est la distance entre nous? Quelle est la distance entre moi et moi? Quelle est la distance entre Bénédicte et moi? Bien sûr, en tant que danseur, je vois la distance physique, que je peux décider de raccourcir, garder le statu quo ou élargir, mais la question de qu'est-ce que je peux faire par rapport à cette distance, en sachant que chaque jour, la réponse bouge. Peut-être que c'est ça, finalement, qui me motive. Et encore une fois, il s'agit de revenir à la question, qu'est-ce que moi, je peux faire à mon niveau? Exactement. Oui, j'avais noté, parce que j'aime bien cette phrase, une phrase de Victor Klemperer. Victor Klemperer, c'est celui qui a écrit La langue du Troisième Reich, qui pendant la Seconde Guerre mondiale est resté en Allemagne, et alors qu'il était juif, a essayé d'analyser ce qu'était la parole de Hitler et de ceux qui le suivaient. Et ça correspond un peu à ce que tu dis, mais ça m'y fait penser en tous les cas. Il dit dans son journal, qu'il a tenu pendant toute la durée de la guerre, il dit « Observe, étudie, grave dans la mémoire ce qui arrive, car demain, cela aura un autre aspect. Demain déjà, tu le percevras autrement. Retiens la manière dont cela se manifeste et cela agit. » Ça veut donc dire qu'effectivement, quand on a dit, et je l'avais gardé pour justement parler de cette question de restitution, quand on disait restitution en 55 avant les indépendances, en 65, en 75 ou 77 au Nigeria avec le festival qui avait été monté avec Wole Soyinka et les dictateurs du Nigeria de l'époque, ou en 85 avec Amadou Magdagbo. Et aujourd'hui, c'est toujours le même mot, mais ce sont des significations qu'il faut creuser pour pouvoir voir pourquoi elle ne disait pas la même chose à ces époques-là et ne pas faire la confusion entre toutes ces époques-là. Bénédicte, qu'est-ce que tu dis là-dessus? J'essaye de mettre les deux ensemble, et je pense que ce que disait Faustin sur... et puis c'était le sujet de ce matin, en tout cas, les savoirs situés. Quand Faustin demande où je suis et qu'est-ce que je peux faire, évidemment, nous, on se le pose maintenant, la question de nous dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire dans l'espace, si tu es danseur et que tu prends en compte les distances, mais aussi les circulations possibles ou impossibles. Et quand on travaille donc avec des collègues du continent africain, y compris des professeurs d'université, c'est très difficile, y compris pour des projets financés par les grandes fondations européennes, d'obtenir des visas pour nos collègues. Donc cette question de l'espace très concrète, je retombe un peu et bon, je crois aussi que la poésie est quelque chose à quoi il faut donner une plus grande place. Mais bon, l'espace et le temps, c'est-à-dire le temps de ta vie, le temps qui me reste, le temps que je peux passer dans des archives, l'impact qu'aura telle ou telle chose, qu'est-ce qui va avoir le plus d'impact, etc. Donc dans le temps et dans l'espace, comment se situer? Et quand on se pose ces questions en termes presque utilitaristes ou d'artisans,
quel outil je vais fabriquer maintenant avec le temps qui me reste et ce que j'ai sous la main, on voit bien que ça a toujours été différent aux différents moments de l'histoire. Et c'est comme ça que j'essaierai de répondre. Dire que chaque moment et chaque individualité, ou Ole Soyinka à 25 ans, ou à 25 ans en 77, c'est évidemment pas du tout le même qu'aujourd'hui. Et quand en 77, il disait... il recommandait à son gouvernement d'envoyer des mercenaires armés au British Museum pour les dévaliser parce que ça ne servait plus à rien de leur parler, on n'y arrivait pas. Ce qu'il a prononcé de manière poétique, disons, littéraire, ça a été transformé en film. Il y a plein de films qu'on ne connaît pas trop en Europe, comme un grand Jackie Chan de 2012, où on voit des voleurs venir reprendre, ou peut-être Black Panther qu'on connaît mieux, oui, ou Black Panther, évidemment. Invasion 1897, un film de Nollywood, du cinéma nigérian, où on voit ça. Donc ce qu'avait pensé en 77 de manière littéraire, où les Soyinka a été transformé en film, et puis maintenant vous avez des activistes qui sont allés dans des musées en se filmant, comme Diawara, donc récemment au musée du Quai Branly, ou à Marseille, ou dans d'autres musées, où il est allé, en se faisant filmer, reprendre des pièces, sans vouloir les voler, mais voilà. Donc, en fait, chaque moment de la vie, et chaque courage individuel aussi, on n'a pas tout à fait probablement le même courage à 20 ans, ou à 50, ou à 70, produit des choses différentes autour de la même question. Et cette question, tant qu'elle ne sera pas réglée, enfin, en tout cas, moi, je considère que dans le temps qui me reste, je vais faire tout pour que mes enfants n'héritent pas de ce problème-là, comme nous, les adultes d'aujourd'hui, on en a hérité des adultes des années 60, des adultes européens qui n'ont pas voulu, qui n'ont pas pu ou pas voulu, en fait, régler la question. Ça aurait été possible en 80. Nos grands-parents et nos parents ne l'ont pas fait. Maintenant, c'est revenu chez nous. Pour ce qui me concerne, ce qui m'importe beaucoup, c'est de tout faire pour que ce soit aussi fini que possible, même si c'est un sujet qui ne se fermera pas, pour que les enfants d'aujourd'hui, ton fils, ne récupèrent pas le bébé dans 10 ans. Comme Emmanuel vous l'a dit tout à l'heure, on doit clore la discussion à 15. Il est 5. Il reste donc une dizaine de minutes pour des questions à Bénédicte et à Faustin. Est-ce qu'il y en a qui ont envie d'avoir des éclaircissements, des questions? J'espère que vous ne souffrez pas trop de la chaleur, mais nous, tout compte fait, on nous avait promis le pire, et en fait, ça n'est pas arrivé. Oui. J'aurais une question du coup pour peut-être Bénédicte, mais un peu pour les deux. Cette année, il y a eu le rapport Martinez qui est sorti sur ces restitutions, avec un projet de loi en cours. Et c'est un rapport que moi j'ai trouvé personnellement très très timide, et que je considère comme étant un contre-rapport de votre rapport que vous avez fait avec Felwine Sarr. Et du coup, comment vous vous positionnez par rapport à ce rapport-là, et comment vous continuez donc l'engagement que vous voulez dire pour mettre en œuvre ces restitutions vis-à-vis de ce projet législatif qui est assez timide. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Jean-Luc Martinez est l'ancien directeur du Louvre. Effectivement, il était mandaté pour ce rapport. Tu veux répondre, Bénédicte ? Très rapidement. J'ai appris dans le contexte de ce rapport, et après l'avoir lu et pour connaître Jean-Luc Martinez depuis très longtemps, quand il était conservateur simplement, on a travaillé sur ces sujets napoléoniens. Voilà. En tout cas, j'étais moi-même... j'ai lu. Et j'ai appris par la classe politique qu'il avait que souvent en politique, il faut faire 10 pas en arrière pour faire un pas en avant. Et je crois que c'est ça la stratégie là. Et en tout cas, moi, je voudrais faire confiance à cette formule-là. C'est peut-être, ça ressemble à 10 pas en arrière, mais peut-être que ça va permettre de faire le pas législatif en avant décisif. Parce que le pas proposé par ton rapport, par votre rapport avec Felwine Sarr, ne pouvait pas être fait parce que c'était une trop grande marche à monter. Non, parce que d'autres pays l'ont fait, donc c'est pas. Ouais. Non, je pense pas, mais je pense que notre rapport avait une grande partie juridique, mais disait principalement, néanmoins, le message c'était si des pays demandent ou des communautés demandent, il faut répondre oui. Et on a expliqué pourquoi, philosophiquement, enfin pour plein de raisons. Mais pour passer à la loi, pour passer au législatif, pour parler aux juristes, pour parler à des parlementaires, il fallait sans doute que ce soit formulé différemment. Monsieur, je crois. Pardon, allez-y. Madame, allez-y. Allez-y. Oui, merci beaucoup d'abord. C'est absolument passionnant et nécessaire. J'avais une question. Je vais essayer, pas trop longuement, de restituer ce que j'ai entendu. Quand je suis arrivée un tout petit peu en retard, vous étiez en train de parler d'objets. Bon.
Et vous avez dit à plusieurs reprises, ou sous des formes différentes en tout cas, l'objet, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas ce que c'est certainement pas l'œuvre, c'est certainement pas, je crois, c'est tout ce que vous avez dit. Et moi, je trouve très, tout à coup, rassurant, important de parler d'objets, parce qu'il me semble que dans l'art aujourd'hui, on parle beaucoup de langage, ou plutôt de discours et d'images, et que on parle moins d'objets. Bon. Et puis en vous entendant, je me disais, ah bon, donc pour qu'on parle d'objets, il faut que ce soit des objets à restituer, voilà, qui soient chargés, disons, de ça, de cette histoire-là, de ce sang dont vous parlez, de cette mission. Et finalement, je voulais savoir ce que vous pensez de la forme. Parce que c'est une chose dont vous n'avez pas parlé. Et il me semble qu'un objet, il a une forme et qu'il lui appartient de se trouver à l'intérieur d'une histoire des formes et que restituer un objet... Parce que ce qui m'a frappé, c'est quand vous avez dit on va restituer des objets et ça va reproduire du débat. Alors je me suis dit, bon, on retombe effectivement sur le débat. On reste dans ce... et c'est absolument essentiel. Mais que pensez-vous de ce qu'un objet comment dire, peut dire via sa forme et la place qu'il occupe dans l'histoire des formes? C'est peut-être pour ça que j'ai parlé tout à l'heure du fait qu'au-delà du retour des objets, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est les systèmes de connaissances que ça peut ramener. Et c'est à la fois des connaissances scientifiques, quand on parle des fractales dans les manières de tisser les filets, mais c'est des connaissances esthétiques, c'est des connaissances historiques, politiques, sociologiques, et tout. Et aussi pouvoir dire que puisque aucun système de connaissance n'est complet tant qu'il ne passe par le corps, comment moi, si je suis face à ce masque, qui est probablement de l'énergie de l'énergie qui a été capturée finalement par l'artiste, comment cette énergie, je peux arriver à la réactiver et que ça me permette de danser ou de chanter. Et donc c'est beaucoup plus, ça dépasse du coup largement l'objet en lui-même. Et puisqu'il s'agit de la connaissance, je parle de système de connaissance, il s'agit de quelque chose que l'on peut comprendre avec notre tête, avec notre cœur, mais avec tout notre corps. En tout cas, tenter de comprendre, mais avec la totalité de ce que nous sommes ou ce que nous sommes en train de devenir. Et forcément, la forme est essentielle. Parce que ceux qui ont fabriqué ces objets ont été très, très précis dans la forme, parce qu'on sait que le plus grand discours ne passe que si la forme est juste. Bénédicte. C'est très beau l'idée de la justesse de la forme. La question des objets, me semble-t-il, et on l'a vu aussi là à l'instant avec la réponse de Faustin, c'est vraiment une question qui peut occuper un festival comme celui-ci pendant 3 jours. Et j'ai vu qu'un des moments sera consacré aux objets. Voilà, donc je ne veux pas répondre en 2 secondes comme ça. La seule chose que je voulais dire, c'est que pour ce qui me concerne, dans notre équipe là à Berlin, on a eu un trouble avec le terme d'objet parce qu'il neutralise la chose, disons, il fait comme si elle n'était pas un sujet, elle n'était pas active, elle n'avait pas une agency. Or, n'importe qui a un smartphone dans la poche sait très bien que c'est l'objet qui nous agit. C'est lui le sujet. Voilà, et nous, on court derrière. Donc, c'est ça. Et aussi, je n'ai pas parlé de forme parce que, en fait, ça, c'est
me semble-t-il, c'est ce qu'on connaît beaucoup mieux. On sait que, par exemple, les musées ethnologiques ont collectionné des séries pour voir les variations de forme. Si vous allez à Tervuren, près de Bruxelles, le conservateur là-bas vous expliquera qu'il ne peut pas rendre une seule de ces statues de telle ou telle région, parce que lui, son sujet, c'est la forme des oreilles. Alors s'il en rend 2 ou 3 ou 4, il ne pourra plus voir l'évolution de la forme des oreilles dans ce village. Voilà. Donc, bon, et juste pour finir, une autre chose, la forme est bien sûr liée à la matière. Et ça me semble par exemple quelque chose qu'on dit, alors peut-être beaucoup moins, que si vous prenez des objets qui ont la même forme, dans le contexte camerounais que je connais un peu mieux maintenant, ben, en fonction du bois dont ils sont faits, ce seront soit un bol de muesli pour manger, ou un bol pour manger du riz, soit un bol sacré pour des rituels, en fonction du bois. Mais nous, avec les yeux, on va juste jamais, nous ici, et nos musées ne nous expliquent pas que tel bois fait de cet objet un objet sacré ou fait de cet objet un objet à mettre à la poubelle quand il est cassé. Et voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Et la question du poids, qui pour moi est centrale, parce que qui a déplacé tout ça, ces tambours, en tout cas gigantesques, qui pèsent le poids d'un cheval, etc. Ce sont les Africains eux-mêmes qui ont été les porteurs et qui ont porté leur propre patrimoine jusqu'aux côtes pour que ce soit enlevé. Donc il y a vraiment, il y a beaucoup de dimensions porteurs de sens, mais voilà. Donc oui, il faut en parler beaucoup. Une dernière et très brève question avec une brève réponse, monsieur. Oui. Allô. Donc, très rapidement, je voudrais évoquer un jeune homme qui, au début des années 60, était photographe et qui a été embarqué dans l'aventure algérienne. Il s'appelait Marc Garanger. Son colonel était un type particulièrement raciste et qui lui a commandé de faire des photos d'identité des femmes de Kabylie. Il a été obligé d'accepter la commande. Il s'est posé la question, où je suis ? Que puis-je faire ? Eh bien, il a tout simplement transformé la commande de son colonel entièrement raciste qui demandait des photos d'identité, il l'a transformée en faisant des portraits. C'est-à-dire qu'il a bien sûr obligé toutes ces femmes à se dévoiler devant lui et à accepter la violence qui leur était faite de se dévoiler devant un photographe, mais à la sortie, il a offert au monde entier une série de portraits de femmes algériennes dont on se souvient aujourd'hui encore. Il s'appelait Marc Garanger. Et il est mort il y a quelques années. Merci, monsieur. Je crois qu'il faut qu'on rende, non pas la salle, mais la pelouse, pour que ensuite le spectacle puisse se dérouler dans les temps. Merci, Faustin, et merci, Bénédicte. Merci à toi. Merci.